Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première table ronde de cette deuxième journée des Assises de l'aviation. Donc aujourd'hui, on va commencer avec une table ronde sur les extensions d'aéroports et la lutte contre les extensions d'aéroports. Hier, dans les tables rondes précédentes, on a pas mal évoqué les responsabilités individuelles et les responsabilités collectives, comment elles s'articulent entre elles. Donc je pense que cette table ronde va continuer dans cette voie. On échange principalement aujourd'hui avec des personnes qui ont décidé de s'engager justement individuellement ou collectivement dans les luttes qui leur tiennent à cœur. Donc pour commencer, est-ce que vous pourriez chacun et chacune d'entre vous vous présenter et nous dire pourquoi vous avez décidé de vous engager dans ce que vous faites aujourd'hui ? Oui. Donc bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Charlène Fleury. Je suis activiste climat chez Alternatiba et ANV COP21. Et en particulier, j'ai été très active, enfin je le suis toujours, sur la lutte contre l'extension de l'aéroport de Marseille-Provence. Et suite à cet engagement-là, il y a un poste de chargé de campagne à Alternatiba qui s'est créé sur la campagne aviation. Et donc c'est ce poste que j'ai dans lequel j'ai été active jusqu'à aujourd'hui. Je finis mon contrat aujourd'hui. À ce titre, j'ai animé beaucoup le réseau des luttes anti-extension, en fait, dont je pense on va pouvoir reparler avec Audrey, qui est un réseau qui est qui est très vif, enfin qui est en train vraiment de monter en puissance. Et voilà. Et pourquoi est-ce que je me suis engagée là-dedans ? Alors. Je sais pas, mais en fait, c'est tout con. On a beaucoup dit hier, il faut réduire le trafic aérien. Et en fait, déjà pour le réduire, il faudrait ne pas le faire augmenter. Donc en fait, ce truc d'extension d'aéroport, moi, ça me paraît tellement absurde, tellement, symptomatique en fait du souci que voilà, je me suis dit, autant commencer par des trucs très évidents et qui ont un impact en fait colossal, que ce soit sur le climat ou sur en fait la santé des riverains. Voilà. Bonjour à toutes et toutes. Donc, je m'appelle Audrey Boelly et je suis porte-parole du collectif Non OT4, un collectif qui s'oppose à l'extension de l'aéroport de Roissy. Donc moi j'ai la chance d'habiter dans un endroit très joli qui s'appelle Montmorency, qui est situé à 20 km de Roissy, sous les couloirs aériens. Et du coup, je fais partie des personnes qui ont été les premières au courant de ce projet d'extension. Juste pour donner un peu une idée, vous en avez peut-être entendu parler dans la presse. Ce projet est connu sous son nom de Terminal 4, donc un nouveau terminal qui est censé pouvoir accueillir plus 50% de passagers, autrement dit l'équivalent de l'aéroport d'Orly. Voilà, avec du coup évidemment un impact climatique qui aurait été énorme. Apprenant ça, sachant que l'urgence c'est de réduire nos émissions, évidemment, c'est un projet qui m'a personnellement beaucoup choquée, en me disant qu'en fait on faisait l'inverse de ce qu'on devait faire à coût de milliards d'euros, parce que ce projet c'était quand même 9 milliards d'euros. Et donc, devant cette absurdité, et sachant qu'aujourd'hui, il n'y a aucun rempart contre ces projets climaticides, je veux dire, au niveau de la législation, il faut savoir qu'en fait, on n'évalue pas les grands projets en fonction de leurs émissions de gaz à effet de serre, pour voir si, oui ou non, ça serait compatible avec nos engagements climatiques. Du coup, aujourd'hui, le seul rempart, c'est l'action citoyenne. Et donc, nous avons lancé ce collectif Non OT4 pour s'opposer à cette extension d'aéroport, d'abord pour des questions climatiques, et puis aussi pour des raisons de santé publique, et peut-être qu'on en reparlera, mais les aéroports ont aussi un impact très important sur la santé des riverains. Finalement, moi, je l'ai un peu découvert, je suis venue à cette lutte par le climat, mais du coup, j'ai découvert
Ça aussi, en travaillant avec d'autres associations locales qui défendent les riverains, et donc que ce soit en termes de pollution sonore ou de pollution atmosphérique. Pour parler que de la pollution sonore, aujourd'hui, en Île-de-France, il y a 1,4 million de personnes qui sont exposées à des niveaux de bruit au-delà des seuils recommandés par l'OMS. Et on perd jusqu'à 3 années de vie en bonne santé sous les couloirs aériens de Roissy. Donc c'est vraiment là aussi un sujet majeur. On en reparlera tout à l'heure sur comment on a mené cette lutte, mais on a la chance d'avoir obtenu une première victoire contre ce projet. L'annonce de l'abandon du terminal 4, c'était en début d'année par la ministre de la Transition écologique. Donc évidemment, c'est quand même une grande victoire de la mobilisation citoyenne. On n'en a pas tant que ça, et donc vraiment, on est très heureux de l'avoir obtenu. Après, on sait que c'est une victoire d'étape, parce qu'un nouveau projet est aujourd'hui dans les cartons, un projet évidemment repeint en vert. Clairement, on est parti sur une opération de greenwashing, mais pour ne ressortir le projet d'ici 2 ans. Donc c'est pas fini. Et c'est pas fini non plus parce qu'en France, il y a une dizaine de projets d'extension d'aéroports qui n'ont pas été remis en cause. Donc on est toujours sur le même logiciel, finalement, de faire croître le trafic. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire pour faire changer les mentalités et l'orientation finalement de la politique des transports en France. Bonjour, donc moi je m'appelle Jérôme Guillet. Je suis astrophysicien de métier, mais je ne vais pas vous parler d'astrophysique aujourd'hui. Je vais vous parler en fait des actions qu'on mène dans un collectif de chercheurs qui s'appelle Scientifiques en Rébellion et dont le but est de soutenir les actions de désobéissance civile. Donc on avait écrit une tribune appelant les scientifiques et l'ensemble des citoyens à la désobéissance civile pour le climat. Et on pense qu'on a une responsabilité particulière en tant que scientifique, à aller au-delà simplement du rôle d'expert. Donc, parce que, évidemment, que c'est un rôle très important, et donc depuis des décennies, on a des dizaines de milliers, voire centaines de milliers de chercheurs qui travaillent sur le climat, qui travaillent sur les écosystèmes et qui lancent des alertes. Et malgré ça, on voit qu'on continue dans la mauvaise direction. On voit que les actions ne sont pas du tout prises à la hauteur des enjeux, en tout cas. Et donc, face à ça, on pense que c'est important on voit que les arguments rationnels ne suffisent pas et qu'il faut donc, pour réussir à aller vers un changement profond, aller au-delà des arguments rationnels et s'impliquer directement, personnellement, y compris donc dans des luttes et de la désobéissance civile. C'est le message qu'on souhaite faire passer. Et en particulier, il y a un point qui personnellement, et mes collègues également, fait qu'on pense avoir une responsabilité particulière, c'est que très souvent la science est un peu instrumentalisée pour justifier le statu quo. Très souvent, on nous promet des progrès techniques, on nous promet des innovations qui vont résoudre le problème. Et par exemple, donc l'aviation est vraiment un exemple emblématique de ça. On a très souvent de la communication autour de l'avion vert, de l'avion à hydrogène, alors que quand on se penche sur les faits, donc il y a des spécialistes, beaucoup plus spécialistes que moi, qu'on en parlait hier, mais bon, c'est un argumentaire qui ne tient pas, et c'est quelque chose qui est en fait encore plus général que l'aviation. Très souvent, une innovation technique ne suffit pas, même quand elle est théoriquement capable de réduire les émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Il y a ce qu'on appelle l'effet rebond qui fait qu'en général, on utilise d'autant plus l'objet et du coup la croissance va complètement compenser l'effet bénéfique théorique. Et donc au final, ça ne suffit pas pour arriver vraiment à résoudre les problèmes écologiques. Ça, c'est quelque chose finalement d'assez général, il me semble. Et l'aviation est vraiment un exemple emblématique, donc avec cet avion à hydrogène qui arrivera trop tard et qui demandera trop d'énergie. Enfin, c'est pas une solution qui permettrait en tout cas de continuer la trajectoire de croissance actuelle. Donc ça, il nous semble que c'est une de nos responsabilités de scientifiques de dénoncer quand il y a une instrumentalisation de la science. Moi, c'est quelque chose qui me choque à chaque fois que je l'entends. Et donc c'est pour ça qu'on souhaite s'investir
directement et donc soutenir des actions de désobéissance civile, comme donc on le fait depuis quelque temps. Et donc par exemple, j'avais participé à l'occupation du tarmac de Roissy l'année dernière avec Audrey, qui nous donne le droit d'aller en procès. Ça va être très, très intéressant. Voilà, moi je vais m'arrêter là, merci. Bonjour, je suis Dominique Lazarski et je représente les riverains d'aéroports. Nous sommes nombreux à subir les nuisances du trafic aérien. Nous sommes, comme Audrey, j'habite moi à Beauvais, donc sous les trajectoires des avions. Et cet aéroport s'est développé de manière considérable en une vingtaine d'années. On est passé de 500 000 à 5 000 passagers à près de 4 millions en 2019. Voilà, donc je me suis engagée, j'ai mis un petit doigt un jour dans une association et puis voilà, au bout d'un moment, on m'a demandé de m'en occuper, de l'animer. Je représente également, je suis vice-présidente de l'Union française contre les nuisances aériennes, qui est la fédération des riverains au niveau national, et présidente de l'Union européenne contre les nuisances aériennes, une association qui a été fondée en 1953, donc avant que l'Union européenne prenne notre nom. On aurait dû faire un petit procès à l'époque, mais bon, on n'a rien fait, malheureusement. C'est un peu embarrassant aujourd'hui de dire Union européenne, ça peut prêter à confusion, mais voilà, c'est notre nom depuis 53 ans. 53 ans, alors que 3 personnes, un Allemand, un Suisse et un Français, s'étaient rencontrés à une conférence sur le bruit à Strasbourg. 3 personnes de 3 pays différents, 3 langues différentes, 3 cultures différentes, mais ils avaient tous les 3 ils subissaient tous les 3 les mêmes nuisances. Aujourd'hui, de nombreux riverains sont réunis dans ces associations. Et donc, à l'Union européenne contre les nuisances aériennes, UECNA, nous travaillons au niveau européen. Avec la Commission européenne, nous travaillons sur les directives et les directives européennes, sur le bruit et la pollution. Et au niveau global aussi, moi je suis présente dans 2 groupes de travail du comité environnemental de l'OACI sur le bruit et les aéroports. Nous sommes très peu représentés au niveau global, très peu. Parce que dans les réunions où je vais, je suis la seule membre des réunions qui représentent des riverains d'aéroports ou même qui représentent des citoyens en général. Les autres membres, c'est l'industrie et les États. Donc vous voyez, dans une réunion quand même, on a des gens avec des lobbies très forts. Les riverains sont très peu représentés. Et je vais dire mal représentés, parce que je ne suis pas une spécialiste. Moi, je ne suis pas issue du monde de l'environnement ou de l'acoustique. Donc nous sommes mal représentés par moi. Voilà. Et nous n'avons pas de moyens pour avoir des professionnels. Le bruit, la pollution locale intéresse peu. Elle n'est pas financée par les organismes qui financent la lutte contre le climat. Par exemple, on a beaucoup de mal à obtenir des financements et des subventions. Hier, nous avons beaucoup parlé de climat et donc des émissions de polluants chimiques en altitude. Les riverains, eux, s'attachent aux polluants à basse altitude. Et nous retrouvons les mêmes polluants, par exemple les oxydes d'azote. Les oxydes d'azote sont émis par les avions de la même manière qu'ils sont émis par les voitures ou les camions. Et le kérosène est un carburant qui est assez proche du gasoil finalement, avec des additifs en plus, mais pas taxé. Quand on parle gasoil, pollution, diesel, on ne parle jamais des avions. On parle des camions, on parle des voitures, on ne parle jamais des avions. Or, les oxydes d'azote émis par les avions sont très nombreux. La deuxième pollution à laquelle nous nous attachons aujourd'hui, ce sont les particules ultra fines.
Les particules ultrafines ne sont pas réglementées. Aujourd'hui, on a une réglementation sur les PM10, donc 10 micromètres, les PM 2.5, 2,5 micromètres. Ce qui nous intéresse pour ce qui concerne l'aviation, ce sont les nanomètres, les particules inférieures à 10 nanomètres. Donc on est très très nettement en dessous de ce qui est réglementé. Or, l'une des caractéristiques du transport aérien, des avions, c'est d'en émettre une quantité incroyable, phénoménale par rapport aux autres modes de transport. C'est vraiment une caractéristique des avions. Donc, ces nanomètres, ces particules ultra fines pénètrent dans la circulation sanguine de manière percutanée. Elles rentrent par le nez, par les voies respiratoires, et elles se propagent dans le corps directement par la circulation sanguine, alors que les particules fines, dit les PM10 ou 2.5, sont arrêtées dans les poumons. Donc elles sont particulièrement dangereuses. Et on sait qu'elles provoquent des maladies cardiovasculaires, des cancers, des naissances prématurées. Elles ne sont pas réglementées. L'association, je vois quelques riverains ici, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Moi, j'en connais 2. Ah, merci. Vous êtes 2 là aussi. 4 riverains d'aéroport et plus moi. Ah, ok, une autre. Super, super. On est plus nombreux finalement. On est au moins 4 ou 5, comme hier. Eh bien... l'association ADRA et leurs collègues allemands de l'aéroport de Bâle-Mulhouse a beaucoup travaillé sur les particules ultrafines. Ils ont un rapport, si vous tapez particules ultrafines 10 nanomètres dans votre moteur de recherche, vous trouverez directement leur étude. Et donc, nous travaillons pour que ces particules ultrafines soient réglementées. Elles ne sont même pas comptées aujourd'hui. Donc, ce qu'on ne connaît pas, on ne le réglemente pas. Ensuite, troisième pollution est évidente, le bruit. Le bruit, c'est, voilà, vous le connaissez, il provoque des maladies cardiovasculaires. En fait, c'est le stress, l'hypertension, maladies cardiovasculaires, tout ça, c'est une succession d'effets. Et il provoque donc des mois de vie, des années de vie de perte de vie en bonne santé et des morts prématurées. À Paris, le Bruit Paris a fait une étude basée sur les recommandations, les lignes directrices de l'OMS, et on s'est aperçu qu'on pouvait perdre jusqu'à 3 ans de vie en bonne santé. C'est anormal. En France, nous avons fixé nos lignes de bruit, nos contours de bruit à 55 LDN, c'est une moyenne de bruit sur l'année. L'OMS recommande 45 LDN, 10 décibels moyennés en moins. Et la nuit, 40 L-night. En France, il n'y a pas de limite particulière pour la nuit. On est toujours sur 55 LDN. Donc, ah oui, pardon, moi je suis partie et je pourrais continuer toute la journée. Mais justement, Agnès a une petite présentation sur, je pense qu'il va rejoindre ce que tu étais en train de dire. Donc, vous pourrez échanger dessus. Donc, je te laisse, Agnès, te présenter. Agnès, alors oui, j'ai un positionnement un petit peu différent de vous tous. C'est pour ça que je suis très très contente et je remercie vraiment les organisateurs d'avoir convié la CNUSA. D'ailleurs, notre président était à Toulouse la semaine dernière. Donc moi, je représente l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, qui est une autorité administrative indépendante. Et n'oublions pas que une AAI, c'est un rôle de régulation et de protection des droits des citoyens, mais des situations aussi d'ailleurs, des citoyens. Donc il faut que je bouge. Là, je suis
Ça va peut-être être pas mal. Bon, alors, je vais vous dire honnêtement, la présentation, vous l'avez à disposition. Je vais passer assez vite dessus parce que c'est une présentation quand même qui est assez généraliste sur le travail de la CNUSA, mais ça peut vous donner des idées aux uns et aux autres pour solliciter la CNUSA dans le domaine qui peut vous intéresser. Puisque la CNUSA, justement, j'allais dire, parle avec tout le monde. On est en relation bien sûr avec l'État, avec les directions de l'aviation civile, on est en relation avec les associations, beaucoup d'associations et notamment qui luttent contre le bruit et on fait tout un travail pour faire évoluer justement la législation et pour alors, juste s'intéresser, et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que moi j'ai une formation de médecin, s'intéresser aux aspects sanitaires. Le mot sanitaire, en fait, ça fait pas très très longtemps qu'on le voit même dans nos rapports, à nous. Bon. Alors que ça paraît une évidence maintenant à tout le monde et qu'on a maintenant suffisamment d'études pour effectivement pouvoir affirmer scientifiquement que il y a un retentissement sur la santé des riverains des aéroports, alors aussi bien du fait du bruit que du fait de l'atmosphère. Pour nous aussi, c'est un petit préambule finalement plus long que je ne pensais, pour nous aussi, il n'y a pas d'opposition entre la question de la pollution, puisque la CNUSA a pour rôle effectivement de s'occuper des pollutions, du bruit et des pollutions atmosphériques, mais il n'y a pas d'opposition avec le climat. C'est pas comme certains voudraient nous renvoyer un petit peu justement au fait que comme si le climat n'était pas notre rayon. Mais on ne voit pas effectivement quelle opposition on peut faire parce que tout ça se tient tout à fait comment faire avancer effectivement les questions sur le climat si des endroits qu'on connaît comme particulièrement polluants ne sont pas pris en compte. Bon, pour vous donner un petit peu l'esprit de nos travaux. Alors, je vais voir si ça marche pour faire passer... Non. Je clique, mais ça n'avance pas. Vous pouvez faire avancer, puis on va faire avancer rapidement, ou alors vous me donnez le bouton de l'ordi. Ah ben voilà, ça avance là maintenant. Oui, bon, je passe général. De façon très très générale, là, vous aviez avant le trombinoscope des membres du collège de la CNUSA. Il y a 10 membres, un président et 9 personnes qui sont élus pour 6 ans et inamovibles pendant 6 ans, mais pas renouvelables justement pour des questions d'indépendance. Il y a 3 personnes qui sont nommées, c'est pas élues, non, nommées par le Conseil des ministres sur proposition du ministère de l'Environnement. Il y en a 3 qui sont nommées sur proposition du ministère en charge des transports, et il y a une personne, c'est moi, qui suis nommée sur proposition du ministère de la Santé, et puis le président, lui, est nommé directement par la présidence de la République. Vous voyez, cet organigramme-là, c'est l'organigramme justement des personnes qui s'occupent techniquement des choses. On me disait, mais est-ce qu'il y a des personnes qui s'occupent des particules fines, qui s'occupent de ci, de ça? Effectivement, il y a un pôle technique à la CNUSA avec des personnes qui s'en occupent et qui sont des personnes qui ont un vrai niveau d'études et d'analyse, un niveau doctoral de façon générale, et qui sont tout à fait à même d'être des interlocuteurs pour les associations qui s'intéressent à un sujet qui touche justement les pollutions autour des aéroports. Et puis, comme partout, un pôle communication, et puis, alors un pôle effectivement, mais je ne vais pas m'étendre dessus aujourd'hui, qui est le pôle juridique, avec un rapporteur permanent, qui est Florence Duena, et ce pôle juridique est en charge des aspects sanctions de la CNUSA, puisque la CNUSA aussi, c'est une particularité par rapport à d'autres autorités administratives comme la HAS ou des autorités qui sont bien connues. La CNUSA a un pouvoir de sanction. Vous voyez, ça fait pas beaucoup de monde. Nous, on est une petite autorité administrative
indépendante. On est petit, mais ça travaille beaucoup et il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et donc, n'hésitez pas à venir solliciter les personnes, notamment du pôle technique, qui s'occupent de tout ce que des missions de la CNUSA. Donc, les missions de la CNUSA, c'est déjà effectivement s'intéresser à toutes les normes et à la façon dont les relevés sont faits sur les zones aéroportuaires concernant les différentes pollutions. Donc, il y a ce travail-là qui est fait par le pôle technique de la CNUSA. C'est une fonction consultative sur un certain nombre de plans et de programmes. Par exemple, effectivement, les plans d'exposition au bruit, quand il y a des modifications de trajectoire, la CNUSA est consultée. Elle est seulement consultée, mais elle donne ses avis clairement. Et par exemple, sur Beauvais, la CNUSA était effectivement étudiant c'est un décret, c'est ça qui a été un arrêté, qui a été finalement retoqué par le Conseil d'État. La CNUSA s'était prononcée effectivement contre l'extension, qui laissait vraiment une ouverture à la nuit pour les compagnies basées à Beauvais. Donc on travaille, et là-dessus on travaille avec les associations tout à fait régulièrement. Et la CNUSA peut être saisie justement pour aider sur des projets de texte ou pour aider sur des modifications dans la législation. Après, j'essaie de passer à la suivante. Voilà. Et puis, donc la CNUSA a un pouvoir de sanction. Ça, c'est pas forcément très connu. Ça prend quand même pas mal de temps pour les infractions sur les règles environnementales. Et donc, les compagnies aériennes, par exemple, qui ne respectent pas les créneaux sur la plateforme de Paris Charles de Gaulle ou sur toutes les plateformes qu'on appelle ACNUSées, il peut y avoir des sanctions qui sont... les poursuites ne sont pas engagées par nous, bien sûr. Elles sont engagées par des agents de l'État. Et puis, il y a toute une procédure contradictoire. Et la CNUSA prononce des amendes dont le montant a déjà été discuté, d'ailleurs, par notre collège, qui est quelquefois peut-être insuffisant pour empêcher une compagnie d'enfreindre les règles environnementales. À ce moment-là, c'est vrai que les compagnies peuvent mettre en balance ce que leur coûte l'hébergement des passagers par rapport à ce que coûtera une amende, quelquefois effectivement trop basse pour être dissuasive. Et ça, c'est aussi quelque chose que nous avons déjà discuté avec les parlementaires, avec le gouvernement, et ça va continuer. Voilà. Donc, je vais aller très très vite, bien sûr. Vous pouvez solliciter la CNUSA. Oui. Est-ce qu'on pourra un petit peu plus vite sur la présentation ? D'accord, oui. Vous pouvez solliciter la CNUSA. Voilà. Alors, on a quand même constaté que les actions portent leurs fruits, mais quand même sur des délais qu'on peut juger un petit peu longs. C'est mon opinion, là, je donne mon opinion. De toute façon, reportez-vous à ce diaporama si vous le souhaitez, puis après on peut se poser des questions ou échanger, pour dire que, alors je passe sur l'émission actuelle, la crise sanitaire, bien sûr, c'est une opportunité que la CNUSA cherche justement à utiliser pour modifier un certain nombre d'habitudes, et s'intéresser aussi à la pollution atmosphérique de façon un peu plus précise qu'avant. Voilà, malheureusement, pour l'instant, les engagements sont encore insuffisants. Et là, voilà, les enjeux pour la suite sont dans le rapport qui a été édité cette année en février et mars. Et les enjeux, c'est bien sûr
j'allais dire comme toujours, hein, la réduction des émissions et puis je veux dire, mettre en place des procédures qui permettent justement ces réductions, c'est-à-dire ne pas revenir au statu quo ante par rapport à la période de crise qui a vu alors diminuer effectivement les transports aériens, mais je dirais commerciaux, mais enfin commerciaux au sens des passagers, mais il faut savoir quand même que tout le fret de nuit est resté extrêmement stable. Hein. Or, vous êtes tous intéressés par ce qui se passe la nuit sur les plateformes que vous côtoyez. Voilà, donc là, je parle du bruit. C'est vrai que je m'en suis plus occupée que des questions atmosphériques, mais c'est aussi un sujet pour la CNUSA. Voilà, je vous laisse effectivement. C'est à votre disposition, bien sûr. Hein, j'ai donné le diaporama, donc il peut vous être diffusé si vous le souhaitez. Et après, si vous souhaitez interroger la CNUSA, il n'y a aucun problème. Merci Agnès. Et j'imagine aussi, vu qu'il y a des riverains dans la salle, peut-être qu'il y aura des questions après. Du coup, pour justement lutter face aux pollutions sanitaires, pollution de bruit, et pour lutter pour le climat, Audrey, comment, toi qui as participé aux mobilisations, peut-être celui-là, non au T4, et qui a eu une victoire peut-être, on ne sait pas. Comment toi tu penses que justement on peut lutter face à ces grands projets contre lesquels on peut parfois se sentir impuissant? Et est-ce que justement on parlait d'opposer pollution sanitaire, climat, comment on relie les deux? Je pense que la première chose, c'est de s'autoriser à se mobiliser contre ces projets. Parce que justement, comme tu le disais, souvent on se sent impuissant, on se sent tout petit, on se dit voilà, mais c'est un projet d'un grand industriel soutenu par l'État, comme là c'était le cas à Roissy. Franchement, on peut rien faire. Nous, on l'a entendu plein de fois autour de nous, mais de toute façon, qu'est-ce que vous allez faire? Ça se fera quand même, ça sert à rien, etc. Donc vraiment lutter contre ça et se dire que en fait, si quand on se mobilise, on peut obtenir des victoires. Et la preuve en est ce qui a été fait à Roissy. Il faut savoir qu'on a commencé, on était une poignée, on était une dizaine de personnes à former ce collectif contre le T4. Et pourtant, on a réussi à obtenir cette victoire qui est une victoire collective. Et je pense que ça, c'est peut-être le premier enseignement sur les moyens de lutte, c'est de se dire qu'il ne faut pas rester tout seul. C'est des luttes qui sont très difficiles et du coup, il faut s'unir avec toutes les forces en présence, les associations qui ont aussi des intérêts à lutter contre ces projets. Et en fait, il y a plein de forces. Il faut aller les chercher. Donc nous, on s'est très vite alliés en fait, un peu à tous les niveaux. Alors, au niveau local, j'en parlais tout à l'heure, mais il y avait déjà une association qui luttait depuis les années 80 pour défendre les riverains, l'Advocnar. C'était une évidence de travailler ensemble. Avec aussi plein d'associations locales, France Nature Environnement Île-de-France. Il y avait vraiment de l'énergie au niveau local. L'idée, c'était aussi de s'associer à des organisations, à des associations du mouvement climat. Alors localement, qui ont des antennes locales comme Alternatiba à Paris, qui nous a soutenus dès le départ dans cette lutte, mais aussi au niveau national, donc Alternatiba Nationale, Greenpeace, Réseau Action Climat, Notre Affaire à tous. On a eu beaucoup de soutien du mouvement climat. Et aussi au niveau, même au-delà, européen et international, avec l'association Stay Grounded, qui lutte contre l'augmentation du trafic aérien partout dans le monde et qui est représentée aujourd'hui dans la salle. Donc ça, c'est déjà un premier point très important. Ensuite, nouer des alliances aussi avec d'autres luttes du même type ailleurs en France. Donc ça, Charlène en a un petit peu parlé, mais c'est construit au fil du temps un réseau qui est vraiment très important pour nous de lutte contre justement les extensions d'aéroports et plus largement l'augmentation du trafic partout en France.
et donc où on a du partage de compétences, on se soutient mutuellement, on agit ensemble. Bref, c'est un réseau qui est très important. Et autre alliance qui est extrêmement importante, c'est celle avec les acteurs même du secteur, les salariés, les étudiants de l'aéronautique. Aujourd'hui, on est allié avec plusieurs collectifs qui justement œuvrent aussi à la transformation du secteur. On ne peut pas penser à la transformation d'un secteur, la transformation écologique, sans penser à la transformation sociale que ça implique. Et donc, ça nous donne aussi une très grande force tous ensemble. Donc ça, c'est le premier point. Après, l'idée, c'est vraiment, je pense, de lutter sur tous les fronts en même temps. Et c'est ce qui demande aussi de la ressource, mais c'est ce qui vraiment, je pense, permet d'obtenir des victoires. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire contre le Terminal 4. Donc action juridique, on a lancé une action en justice avec 15 autres associations, dont notre affaire à tous. L'action vis-à-vis des élus, très important, qui a beaucoup pesé pour nous pour le T4. Donc on a sollicité le moment privilégié pour le faire, c'est vraiment les élections, mais après il est possible de le faire dans plein d'autres cadres, mais c'est vrai que nous, ça nous a beaucoup réussi de le faire. Pendant les élections municipales, on a sollicité les candidats, puis on l'a refait après au régional, départemental, et donc ça a permis aussi de mettre en mouvement un collectif de maires contre le T4. Alors il y a une centaine d'élus locaux qui ont signé une lettre demandant l'abandon du projet. Donc ça, c'est vraiment une initiative des élus locaux, mais qui ont été, mobilisés aussi face à la mobilisation citoyenne. Ça aiguillonne les élus, et même une association de maires s'est montée, a aussi attaqué en justice et reste très déterminée contre l'extension de l'aéroport de Roissy. Donc ça, c'est sûr que ça a énormément pesé. Et puis évidemment, l'action citoyenne sous toutes ses formes. Il y a une pétition qui d'ailleurs est encore en cours contre toute extension de l'aéroport de Roissy. On a recueilli près de 50 000 signatures. Donc n'hésitez pas à continuer à faire monter le compteur, parce que on est face à la possibilité d'un futur projet, mais aussi des mobilisations physiques, des manifestations, et notamment l'action de désobéissance civile qu'évoquait Jérôme tout à l'heure. Donc le 3 octobre 2020, à l'appel d'Alternativa, c'était une journée nationale de mobilisation historique dans 18 aéroports en France. Et nous, à Roissy, on était 350, dont une centaine de personnes qui ont investi le tarmac. Et cette action a énormément pesé aussi dans la pression que ça a mis au niveau politique et l'abandon du projet. Donc ça, c'est extrêmement positif. Après, c'est quand même regrettable en fait que des citoyens aient à prendre ce type de risque en fait pour juste faire reconnaître l'évidence au gouvernement, c'est-à-dire que oui, on ne peut pas augmenter le trafic aérien parce que ça augmente mécaniquement les émissions de gaz à effet de serre, et ça va pas. C'est l'inverse de nos engagements climatiques. Et quand je parle du coup de risques personnels, individuels, donc il y a eu la centaine de personnes qui allaient sur le tarmac qui est allée en garde à vue. 5 personnes ont été retenues 33 heures en garde à vue et vont au procès. Alors au départ on était 5 et maintenant on est 7, dont Jérôme qui nous a rejoints, parce que je fais aussi partie des prévenus. Et donc on va évidemment défendre la légitimité de ce type d'action qui est nécessaire aujourd'hui parce qu'on n'a aucun autre garde-fou et qui permet aussi d'obtenir des résultats, puisque les moyens, malheureusement, les moyens légaux, les moyens habituels de mobilisation ne suffisent pas, et donc on est obligé d'aller jusque-là. Et oui, si tu veux peut-être faire le. Oui, et d'ailleurs, donc par rapport à cette action donc du 3 octobre, je parle de 7 personnes en procès, donc on risque 5 ans de prison et 18 000 € d'amende. Mais il faut savoir que la répression ne s'arrête pas là, puisque en fait on a une pluie d'amendes qui est tombée. On risque en tout presque 100 000 € d'amende, et on voit vraiment qu'il y a un acharnement en fait contre les militants, contre les lanceurs d'alerte. Et donc pour évidemment nous faire taire, mettre à genoux les associations au niveau financier.
Et donc, évidemment, on se mobilise contre ça. Et il y a une pétition qui vient d'être lancée à ce sujet, qu'on vous invite fortement à signer. Vous avez ici un petit QR code. Et si vous le photographiez, vous arrivez directement sur la pétition que vous pouvez signer. Il est important que les citoyens puissent continuer à s'exprimer et à faire évoluer enfin déjà à faire tomber ces projets, mais aussi à faire évoluer la loi dans le bon sens et les réglementations. Donc on ne peut pas laisser cette répression se mettre en place. Ouais, je voulais juste réagir sur faire un petit flashback par rapport au fait qu'il n'y a pas de garde-fous en fait légaux, que les extensions d'aéroports sont toujours possibles aujourd'hui, et c'est assez catastrophique, c'est complètement aberrant. Sarah de Greenpeace l'expliquait hier. En fait, on avait une proposition de la Convention citoyenne pour le climat pour interdire les extensions d'aéroports purement et simplement, et ce serait en fait la base, enfin tout simplement. Et cette proposition a été littéralement saccagée par le gouvernement. Donc dans le texte qui a été écrit, qui a été rédigé, en fait, on se base sur une disposition du code de l'expropriation. Donc en fait, les aéroports n'ont plus le droit d'exproprier pour s'étendre. Sauf que quasiment aucun aéroport en France n'a besoin d'exproprier pour s'étendre, puisqu'ils ont déjà tout le terrain nécessaire. Donc en fait, on est sur une dynamique comme ça qui pourrait continuer, une dynamique d'expansion très très rapide. Dominique l'a dit tout à l'heure, en 20 ans, le trafic a explosé à Beauvais, et c'est pas du tout maîtrisé par nos cadres légaux, et c'est inadmissible. Et ce dont on s'est aperçu en fait, pendant les débats de la loi climat à l'Assemblée, tu disais tout à l'heure, Jérôme, qu'il y avait une instrumentalisation de la science pour justement promouvoir encore et toujours ce statu quo. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, on a vu le rapporteur de la loi, Jean-Marc Sulézy, nous dire comme ça qu'il fallait pouvoir continuer à étendre les aéroports. Donc on allait se baser seulement sur ce code de l'expropriation, parce que peut-être qu'on aurait un jour un avion à hydrogène, et dans ce cas-là, il faudrait pouvoir construire les infrastructures pour pouvoir mettre en place les avions à hydrogène, etc. Et donc on est vraiment dans un déni complet et dans une instrumentalisation que tu dénonçais. Et je pense que c'est vraiment important de s'en rendre compte, en fait, qu'on est face à ce mécanisme où l'État ne veut pas faire son travail, ne veut pas légiférer en matière d'extension d'aéroports et d'autres choses, par ailleurs, parce que on est en prise avec des lobbies très très puissants. En fait, on a vu que la plupart des mesures de la Convention citoyenne pour le climat qui ont été détricotées, celles qui ont été détricotées le plus fort sont en fait celles sur lesquelles il y a des lobbies très très puissants, que ce soit l'aérien, que ce soit l'agroalimentaire, l'agro-business, la voiture ou la pub. Dans tous ces secteurs-là, on a vu que la loi climat n'était pas du tout à la hauteur. Et donc c'est pour ça, et c'était pour faire un peu le lien avec ce que dit Audrey, c'est pour ça qu'il faut, tant qu'on n'a pas ces moyens légaux-là, il faut se battre en fait pied à pied avec tous les moyens possibles pour s'opposer à ces projets d'extension, parce que mécaniquement en fait ces projets d'extension tirent vers le haut le trafic aérien, la croissance du trafic. Ils disent en fait s'aligner sur la croissance du trafic, mais c'est pas vrai, ils la provoquent, et c'est bien le problème. Voilà. Merci. Et Jérôme, justement, tu disais que tu allais être en procès, ce qui est déjà un engagement très fort de lutter comme ça, de faire de la désobéissance civile. Et au niveau de ton association, Rébellion Scientifique, au-delà de la désobéissance civile, comment vous faites pour accompagner les luttes justement que peuvent avoir Audrey ou Charlène? Par quel levier vous essayez justement de faire cette union des luttes? Oui, alors, c'est vrai que notre spécificité en tant que collectif de scientifiques, c'était justement d'aller plus loin que d'autres collectifs qui sont plus sur les arguments rationnels, et d'aller plus justement vers la participation active aux actions de désobéissance. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on se place en soutien d'actions qui sont organisées par des organisations écologiques. Donc en participant directement, donc on a un certain nombre de scientifiques qui... donc j'étais pas le seul scientifique en fait à venir l'année dernière, le 3 octobre, je crois qu'on était une dizaine. Et donc on vient directement sur place en tant que scientifique et citoyen. Et donc je pense que ça montre un soutien qui
qui quelque part aligne un peu plus les actes aux paroles, donner des arguments rationnels pour expliquer pourquoi c'est grave la situation dans laquelle on est, c'est super important. Mais j'ai l'impression que quand on aligne en plus nos actes en fonction, ça permet beaucoup plus de faire comprendre que oui, c'est grave, mais c'est pas juste un mot, quoi, c'est vraiment grave. Donc je pense qu'il y a cette idée derrière. Et puis après, on essaye aussi, dans la mesure du possible, de mettre en contact des spécialistes, ça c'est qui peuvent donner des conseils aux luttes. Donc moi personnellement, je suis pas spécialiste de l'aviation, donc mon rôle n'est pas celui d'expert dans ce cas-là. Mais il y a aussi dans le collectif, on a un certain nombre d'expertises assez variées, et du coup, quand il y a un besoin de ce côté-là, on essaie aussi d'œuvrer dans ce sens-là. Okay. Merci. Dominique, est-ce que vous qui avez vous l'avez dit, une bonne expérience des luttes riverains, est-ce que, déjà première partie de la question, est-ce que vous avez rejoint Alternativa sur le tarmac de Roissy, vous ou les membres de votre association? Et aussi, justement, dans le rapport aux autorités, au ministère, est-ce que vous avez des victoires à nous partager, parce que parfois on a besoin un peu d'espoir, de voir que parfois ça marche, même si c'est dur. C'est difficile, en effet. Est-ce qu'on a rejoint les Alternativa et les autres organisations? Alors, je ne sais pas si... Moi, personnellement, je n'étais pas sur le tarmac. Mais je ne sais pas s'il y en avait... Je sais que l'Advocnar était très impliqué dans la manifestation. Le tarmac, mais ils étaient présents dans le... Voilà. Ils étaient dans le terminal, voilà. Voilà. Et donc, oui, on est, nous aussi, très concernés, parce que nous sommes des citoyens, même si l'impact climatique, les émissions de gaz à effet de serre n'affectent pas notre santé directement, et nous sommes des citoyens concernés par notre environnement, et nous sommes également, bien sûr, très conscients de la nécessité de réduire l'impact climatique du transport aérien, d'autant que ça peut rejoindre nos intérêts, puisque si on réduit le transport aérien, le trafic, eh bien, évidemment, il y aura une réduction des émissions de polluants chimiques aussi aux abords des aéroports. Quelquefois, cependant, les luttes peuvent être presque en concurrence, parce que, par exemple, aux abords des aéroports, un avion, une compagnie aérienne aura tendance à vouloir aller directement sur sa piste et décoller également directement vers la direction qui est sa destination. Et c'est soutenu d'ailleurs par ceux qui défendent le climat, puisque plus la trajectoire est directe et moins il y a d'émissions de gaz à effet de serre. Seulement le problème, c'est que ça peut entraîner des trajectoires qui vont survoler un grand nombre de personnes. Et ce que nous essayons, nous, pour le bruit, c'est de réduire donc les niveaux de bruit, et parfois, il est nécessaire de prendre une trajectoire un petit peu déviée et d'émettre en effet plus de polluants chimiques, d'ailleurs que nous subissons également, mais il y aura moins de bruit. Donc il faut faire l'équilibre entre les émissions chimiques, les émissions sonores et les émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Est-ce que justement il y a des... Tu veux répondre, André ? Oui, alors, oui, c'est bon, ce micro fonctionne. Oui, je pense que, en fait, comme tous les rapprochements d'associations, de luttes, etc., ça demande toujours de lever des obstacles. Les obstacles en termes de revendications, des obstacles aussi en termes culturels, hein, parce qu'on n'a pas forcément la même façon de lutter, on n'a pas forcément les mêmes historiques. Mais ce qui me semble vraiment important, c'est d'arriver à lever ces obstacles pour se rejoindre sur un socle commun. Et là, le socle commun, il est très fort. C'est-à-dire que, au-delà de, effectivement, je dirais, de certains enjeux qui pourraient nous éloigner, je pense qu'il faut tout faire pour justement aller chercher les enjeux qui nous rapprochent. Et les enjeux qui nous rapprochent, c'est ceux qui sont les plus forts, c'est-à-dire arrêter la croissance du trafic aérien et même la réduire. Et cette réduction du trafic aérien, évidemment, elle ferait du bien à la fois au climat
et aux riverains. Et c'est ce qu'on a vraiment observé là ces 2 dernières années, un rapprochement très fort et je pense essentiel entre la lutte climat et la lutte des riverains autour de la question de l'aviation. Et vraiment, c'est ce qui nous rend beaucoup plus forts aujourd'hui. Nous sommes membres de réseaux qui luttent pour le climat. Au plan européen, Transport et Environnement, qui était ici à la tribune hier, voilà, Mathéo est là encore, le Bureau environnemental européen, EIB, qui lutte également contre le réchauffement climatique. Au plan national, nous travaillons beaucoup avec FNE, nous travaillons beaucoup avec... nous sommes... L'UFCNA est membre, je crois, de Stay Grounded aussi. Et nous travaillons là dans le cadre des luttes contre les extensions avec Alternativa, XR Rébellion et d'autres ANV COP 21, je crois, enfin d'autres associations qui sont plutôt climatiques. Ok, merci. On veut garder un peu de temps pour les questions du public. Du coup, je vais passer la parole à Agnès, parce que... Alors oui, pardon, je te laisse terminer. Pardon, oui. Juste parce que si le temps de parole est terminé, je voudrais juste annoncer quand même le dépôt vendredi, donc avant-hier, d'une pétition au Parlement européen, pétition portée par l'Union française contre les nuisances aériennes, qui a été préparée avec notamment nos collègues de Nantes Atlantique, voilà, qui sont là, mais qui concerne tous les aéroports français. Et cette pétition porte à la fois sur la demande de respect du droit européen sur le bruit et de la directive sur le bruit dans l'environnement, directive européenne qui a été mal retranscrite en droit français et qui est très très mal appliquée par le gouvernement, enfin par l'administration française pour ce qui concerne les aéroports. Et cette pétition demande également un moratoire sur l'augmentation du trafic aérien. On ne peut pas, aujourd'hui le trafic aérien, vous savez, double tous les 20 ans. On ne peut pas continuer à augmenter le trafic aérien alors qu'on n'arrive pas à réduire les nuisances et à réduire l'impact sur le climat. Donc nous demandons qu'il ne puisse pas au moins y avoir d'augmentation, c'est ce que disait Charlène tout à l'heure, tant que ces problèmes ne sont pas traités. Il ne peut pas y avoir, on ne peut pas continuer à imposer ces nuisances. Enfin, quand je parle de nuisances, c'est pollution aux riverains et cette mauvaise qualité sanitaire. Non, oui, juste pour dire un petit mot, justement, moi, ce rapprochement entre les associations, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Enfin, la CNUSA pense que c'est quelque chose d'important. Il y a des membres associés, alors, dont le rôle est malheureusement pas très très bien défini par le législateur, mais avec lequel nous travaillons. Les membres associés, c'est plusieurs associations, et notamment, je vous l'avais cité, l'Advocnar, mais aussi c'est 349, et ce travail avec les associations, effectivement, nous apporte directement vos difficultés, et ça, je crois que c'est... Alors après, faut savoir aussi que les recommandations de la CNUSA, il y en a quand même 50% qui sont suivis à 5 ans. Ce qui n'est pas rien, en fait. On ne parle pas dans le désert, donc d'où l'intérêt de travailler ensemble. Ça fait partie de nos missions, de travailler avec vous. Merci toutes et tous. On va prendre des questions dans la salle, s'il y en a. Je ne sais pas s'il y a une personne qui fait le tour des micros. Monsieur, vous êtes devant moi, donc je vous donne le micro. Bon, moi, en fait, c'est une remarque et une question. La remarque, c'est que j'ai entendu plusieurs personnes parler de vie en bonne santé. Et je ne comprends pas du tout cette distinction, parce qu'on nous parle d'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, ça peut avoir des conséquences qui mettent en jeu le pronostic vital. On nous parle d'infarctus du myocarde, de maladies ischémiques du cœur, qui ont aussi... Alors, j'ai lu un rapport de la Advocnar récemment où on disait que le bruit faisait augmenter la mortalité par infarctus du myocarde je ne me souviens plus le chiffre exact, c'était 20 à 30%, je ne sais plus. Tu as les chiffres, bon d'accord, tu nous le diras tout à l'heure.
Bon, moi, ce que je dis, je ne comprends pas pourquoi on s'obstine à parler d'espérance de vie en bonne santé, alors qu'en fait, il s'agit d'espérance de vie tout court. Et je peux vous dire que, bon, moi je suis médecin. J'ai une idée très claire là-dessus. Je pense que les tenants de l'augmentation du trafic aérien, c'est eux qui devraient se trouver en procès aujourd'hui pour mise en danger de la vie d'autrui, tout simplement. La question, c'est la suivante. Vous venez de parler d'une pétition au niveau du Parlement européen. Or, je sais toujours, d'après le même rapport de l'Advocnar qui date de 2019, qu'il y a des tas de recommandations de la Commission européenne qui ne sont pas respectées en France. Alors, est-ce qu'il existe des recours juridiques au niveau européen ? Merci. Qui veut répondre ? Dominique ? Ça marche ? Oui. Oui. Oui, il y a des recours. Alors, au niveau européen, je crois qu'on n'y est pas encore tout à fait. Il y a eu un recours pour l'application de la directive sur le bruit dans l'environnement. Il y a des recours devant les tribunaux administratifs également sur ce sujet. Il y a des recours... Ah oui, on parlait tout à l'heure de succès. J'ai obtenu à Beauvais l'annulation d'un arrêté qui assouplissait le couvre-feu sur la base du non-respect du principe de non-régression environnementale. Donc j'en étais très contente, mais à la fin de la semaine, le 1er octobre, on nous propose à la commission consultative de l'environnement de Beauvais, justement, de donner un avis sur le nouvel arrêté qui va assouplir le couvre-feu et qui tente de répondre aux conditions qui ont été posées par le Conseil d'État. Donc, de toute façon, un jour ou l'autre, on aura cet assouplissement du couvre-feu. Je pense que, malheureusement, voilà, nos actions, nous avons des gains, mais nous avons aussi nous échouons souvent. Alors sur la pollution, il y a quand même eu la condamnation de l'État français à une astreinte de 10 millions d'euros tant qu'elle n'aura pas fait le nécessaire pour réduire la pollution en France, qui est générale, mais qui va concerner aussi les aéroports. Mais vous avez raison, c'est même pire que ça, parce qu'on a un article 45 de la loi sur et sur l'énergie, enfin excusez-moi, je ne me souviens plus exactement du nom de la loi, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il dit cet article 45 et son décret d'application ? C'est que les aéroports doivent réduire les émissions de polluants sur les plateformes. Et qu'est-ce que dit l'article ? Eh bien, on considère donc le trafic routier qui est sur la plateforme, la chaudière de la plateforme. On considère le temps de roulage des avions après qu'ils aient atterri, mais on ne considère pas le cycle LTO, décollage, atterrissage. Et qu'est-ce qu'il dit encore en plus ? C'est que le calcul est fait par passager par kilomètre transporté. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il suffit de mettre quelques passagers en plus dans un avion et on aura une réduction automatique des émissions de l'avion. On ne considère pas les émissions globales. L'ADEME a publié un rapport qui préconise de considérer l'ensemble des émissions et pas simplement par passager kilomètre transporté. Voilà. Et donc, avec ce type de réglementation, c'est facile. Le gars, dans son coin, il a écrit l'article, il dit comment je vais faire pour éviter qu'on fasse quoi que ce soit. Voilà. Et ben, il a pondu cet article-là. Et c'est un scandale. Et Agnès, du coup, comment est-ce que l'ACNUSA fait face à ce genre de problème ? Est-ce que vous êtes sollicité, j'imagine ? Oui. Oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, on est sollicité puisqu'on est interrogé justement sur les décrets
et leur formulation. Et très 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 souvent, on peut donner des avis favorables sous réserve d'eux. Et des avis défavorables, comme ça a été le cas effectivement sur Beauvais ou sur Bâle-Mulhouse aussi, ou sur Nantes aussi. Hein. Et je veux dire, ce sont des avis, mais plus il y en a et plus on est réunis, on se connaît, et plus effectivement ça peut porter. Puis on a des personnes qui étudient bien les questions hein, à la CNUSA au niveau des équipes techniques. Donc oui, bien sûr. Et on pense que la période actuelle est une période tout à fait cruciale parce que justement, on s'est quand même rendu compte pendant quelques mois de ce que ça pouvait représenter. Alors il y a des effets pervers. Hein, je disais un effet pervers, par exemple, c'est l'augmentation du fret. On se faisait livrer plutôt qu'aller chercher l'augmentation du fret. Mais enfin, je veux dire, tout ça, effectivement, c'est des sujets pour nous hein, et des soucis aussi. Bien. Merci. Une autre question, peut-être ? Oui, bonjour. Frédéric Chauchet, je suis élu à la commune de Saint-Étienne-de-Grandlieu en charge de questions de l'aéroport et de l'économique. Donc j'étais déjà présent hier, on a pu discuter avec certaines personnes en particulier. Je voulais juste faire un petit point d'actualité sur ce projet de l'État, c'est-à-dire d'extension de l'aéroport Nantes-Atlantique. Vous connaissez tous le feuilleton Notre-Dame-des-Landes qui s'est terminé par l'abandon du projet, mais ce que ne savent pas forcément les gens, c'est que l'État avait dans l'idée de finalement maintenir Nantes-Atlantique, mais sans dire qu'il allait l'étendre. Et aujourd'hui, avec l'évolution démographique de l'agglomération nantaise et de l'ouest de la France, qui a été confirmée d'ailleurs par la crise Covid, l'État essaye de passer en force en essayant de mettre un Notre-Dame-des-Landes x'1,5, x'2 à Nantes-Atlantique, sachant que Nantes-Atlantique est directement dans la zone urbaine de l'agglomération nantaise, avec un survol de la ville de part en part sur 15 km, en plein centre. Et donc c'est une hérésie que de vouloir à tout prix imaginer une croissance du trafic. Alors les élus locaux sont partagés pour certains parce qu'on est toujours dans une logique à Nantes d'une attractivité, de développement économique qui va peut-être d'ailleurs être revue, et puis en même temps de vouloir protéger des riverains. Donc pour l'instant il y a eu un silence de certains élus, notamment de la présidente, puisque c'est compliqué d'aller trancher pour l'un ou pour l'autre. Et donc on est, nous, communes du Sud-Ouest les plus impactées, dans une vraie guerre de tranchées maintenant aujourd'hui, puisque l'État a déclaré la guerre la semaine dernière, en faisant croire à tout le monde qu'il y avait une co-construction, une concertation entre les élus, les associations, alors qu'en fait, toutes les CCE qui peuvent s'organiser, l'information est toujours descendante. Tout ce qu'on a pu remonter, par exemple, on a eu les 2/3 des CCE ont voté contre le PPBE tel qu'il nous était présenté. Il n'a pas du tout été pris en compte. Aucune des mesures qu'on avait proposées n'a été prise en compte. Et l'État a annoncé la semaine dernière qu'ils allaient allonger la piste, parce que c'est ça le point dur aujourd'hui, de 400 mètres vers le sud. Et le pire dans tout ça, c'est que dans son dossier de communication, ils font croire aux habitants et à la presse que ça va gagner 26 000 habitants qui vont passer sous les zones de bruit. Et en fait, ils noient l'allongement de la piste dans d'autres mesures qui, elles, effectivement, vont faire du gain à court terme. Alors, je ne veux pas être trop précis, mais il y en a deux particulières. Une qui est ce qui est assez très novateur d'ailleurs en France, et on ne sait pas si ça pourra durer, c'est l'arrivée de deux trajectoires par le nord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y avait une trajectoire dérogatoire qui passait sur la Loire et un peu sur le centre-ville, mais c'était pour éviter qu'on embête trop les gens du centre de Nantes. Et ça, c'était avant que Notre-Dame-des-Landes ne soit pas accepté. Donc on avait cette dérogation. Et depuis, on sait que c'est plus possible. Donc il y a une obligation d'avoir un ILS sur le Nantes-Nord. Il y avait déjà sur Nantes-Sud. Et du coup, ça impose d'avoir une trajectoire par mauvais temps, au minimum par mauvais temps, au-dessus du centre-ville. Donc l'État, au lieu de faire qu'une trajectoire au-dessus du centre-ville où il y aurait eu 45 000 habitants qui auraient été impactés tout de suite beaucoup, ils ont eu l'idée de diviser par deux les courbes d'approche, les trajectoires d'approche par le nord. Donc l'une sur la Loire qui était dérogatoire mais qui va continuer,
Donc ce sera la moitié du temps quand le temps sera beau. Voilà. Enfin, ça, après, entre beau et mauvais, comment on peut... Je vous laisse vous expliquer comment font les avions. Et quand il fera mauvais temps, c'est vraiment utiliser l'ILS dans sa continuité. Donc ça a pour but de faire descendre les habitants par rapport au bruit réglementaire, même si on sait très bien il y a 40 000 nouveaux habitants qui vont être gênés tous les jours. Et puis la deuxième, c'est celle qu'on avait défendue nous, c'est la mise en place d'un couvre-feu, donc ça, Mme Bacnusa en a parlé, nocturne de minuit à 6h du matin. On aimerait bien l'étendre à 7h, mais pour l'instant on a minuit 6h. Et donc c'est rien que ces deux additions-là de mesures, sachant que la première de double trajectoire, forcément, s'il y a croissance de l'aéroport, eh bien, les personnes impactées retrouveront des zones de bruit au-dessus des zones de bruit réglementaires, bien sûr, donc ce n'est que provisoire. Mais dans le moment présent, ça permet à l'État de dire, vous voyez, on va finalement avoir moins de gens impactés. Et il passe en douce, c'est très important de le savoir, un aménagement de piste en l'allongeant, alors qu'en fait, ça n'a aucune utilité, mais je dis bien aucune prouvée. C'est juste le seuil de 400 mètres qui est repoussé. Quand on a posé la question à plusieurs reprises aux représentants de la DGAC, ils étaient incapables de nous dire quel décibel, voilà. Donc ça, on sait par contre qu'en face, c'est important aussi, parce qu'on va en fait, c'est pas une question là aujourd'hui, mais c'est plus une demande de mobilisation de toutes les personnes qui sont ici présentes, c'est qu'en face, on va sacrifier 32 hectares de terres agricoles, 6 exploitations qui sont actuellement en fonctionnement, dans une agglomération où le PLUM a tout fait pour qu'on maintienne des terres agricoles. On a même planté de la forêt urbaine juste en proximité de l'aéroport. Il faut savoir qu'on est en plein dans le bassin versant hydrologique du lac de Grandlieu, qui est, pour ceux qui connaissent, quand on arrive par le sud, on survole le lac de Grandlieu. Le lac de Grandlieu, c'est le plus grand lac de plaine en France. Et c'est la deuxième réserve ornithologique, enfin d'ailleurs c'est premier ou deuxième, on ne sait pas, mais avec la Camargue. La Camargue, tout le monde connaît. Et donc c'est normalement un monument, on va dire naturel à préserver. C'est d'ailleurs une zone Natura 2000. Et l'État, sans vergogne, est en train de vouloir bétonner plutôt 400 mètres de piste pour aller du coup être à 1,5 km du lac et dans le bassin versant. Donc c'est une vraie catastrophe, évidemment. On sait que ça va coûter 100 millions d'euros. Hein. Enfin, on parle de 70, mais finalement, ce sera forcément plus. Imaginez que nous, on a tous les recours juridiques, loi sur l'eau, dans les cartons, mais on aimerait une mobilisation avant tout politique avant. Donc la pétition, notamment au niveau européen, peut nous servir. Je pense qu'il y aura des choses qui pourraient être faites avec Alternativa, notamment avec Mme Fleury. Et on est actuellement sur une mobilisation politique locale, mais qu'on aimerait bien devenir un peu nationale. Voilà. Pour empêcher, en fait... Alors, je vais juste passer la parole à ma J'aimerais bien que d'autres personnes puissent s'exprimer. C'était juste sur la pétition européenne, pour que vous sachiez comment faire. Parce qu'on l'a annoncé du coup, mais du coup elle a été déposée. Elle va passer devant la commission des pétitions du Parlement et dans quelques semaines elle sera visible et soutenable en ligne. Et du coup l'avantage de ce type de pétition, même si on ne sait pas dans quelle mesure ça va aboutir, c'est que avoir une visibilité politique et porter quelque chose d'assez général sur un moratoire sur les nuisances aériennes et du coup les extensions d'aéroports, ou que ce soit une lutte commune dans ces cas-là. Totalement. Ouais, juste une petite réaction par rapport à ce double discours qu'on peut avoir. En fait, on l'a très très fréquemment sur la plupart des projets d'extension d'aéroports. Systématiquement, on va nous vendre le truc comme quelque chose de novateur qui va changer la vie. Alors à Marseille, c'est pas tout à fait la même chose. On nous parle pas de bruit. C'est bon, pour l'instant, l'extension, c'est un nouveau bâtiment en fait. Mais comme l'aéroport n'est pas, pourrait vivre comme ça sans problème. On sait que ce nouveau hall d'aérogare va permettre la mise en place de nouveaux créneaux de vol et en fait tout simplement l'augmentation du trafic. Donc ils sont tout le temps en train de jouer sur les mots, sur non, c'est pas une extension, c'est un réaménagement. Ils parlent de ça à Nantes, un réaménagement, pas extension. Alors que de fait, par exemple à Marseille, on est sur un bâtiment qui fait 28 000 mètres carrés contre 22 000 contre 28 000 actuellement. Donc on double la surface d'aéroport et
sous des prétextes un peu fallacieux de mise aux normes, sécurité, etc. Un projet qui coûte 160 millions d'euros, 160 millions si c'est une mise aux normes. Il va falloir m'expliquer quelles sont les normes et pourquoi elles sont si chères. Enfin, donc on est exactement sur les mêmes choses. Voilà. Tout à fait. Ouais. Mais ça, donc c'est vraiment très très intéressant d'avoir ce décryptage du double discours en fait, et d'être en capacité de le mettre en évidence et de mobiliser la population autour de ça, parce que c'est vrai que y a un enjeu à informer correctement, parce que on a eu nous les retours à Alternative à Marseille, ah mais pourquoi vous êtes contre, c'est un tout petit truc. Non, ça n'est pas du tout un tout petit truc, et ça va avoir un impact considérable. Et donc avec grand plaisir, pour répondre à l'appel de mobilisation à Nantes, on peut en parler tout à l'heure. Oui. Merci. Je pense qu'on va peut-être une ou deux questions, je ne sais pas. Il y a déjà madame. Oui, bonjour. Je vais essayer d'être relativement rapide, mais je suis une déléguée syndicale qui a milité pendant des années sur les réglementations européennes et aussi à l'international. Je viens du transport aérien et je suis aussi une citoyenne qui habite pas loin de Roissy, donc je subis les nuisances de Roissy. Je voudrais dire que tout ce qu'on constate aujourd'hui, mais peut-être que vous avez eu le débat hier, malheureusement je ne pouvais pas venir parce que j'ai eu l'information de ces assises très tard. Mais je voudrais dire qu'il faudrait quand même qu'on s'attaque au système libéral qui a été mis en place dans le transport aérien, notamment en Europe dans les années 90. Ça a commencé d'abord aux États-Unis dans les années 80, parce que le système libéral, de toute façon, aujourd'hui, n'a toujours pas inscrit dans son programme la nécessité de réduire le trafic aérien du fait des nuisances sonores et sur la santé et des nuisances sur le climat. Et ils n'ont pas l'intention, pour le moment, d'après toutes les infos moi que je reçois, n'ont pas du tout l'intention de s'attaquer à la réduction du trafic aérien, puisque derrière, ça va réduire les objectifs de profitabilité pour les actionnaires. Donc, je fais partie de ceux qui, évidemment, luttent au quotidien, parce que j'ai longtemps lutté socialement aussi, et je suis d'avis à ce que on mette qu'il existe aujourd'hui des assises comme celle-là. C'est formidable, parce que bien évidemment on a besoin de collectifs pour se battre, parce que, comme disait une personne tout à l'heure, je ne sais plus laquelle dans les intervenants, il faut absolument que les citoyens aient conscience de ce qui se passe dans le transport aérien. Et aujourd'hui, ils ont bien l'intention de doubler, voire tripler le trafic d'ici à 2040-2050. Et pour ce faire, ils mettent en place la mise en concurrence, par exemple, des aéroports entre eux. Donc ça veut dire que plus un aéroport va être grand, plus il va faire du trafic, plus il va rapporter de l'argent, etc., etc. Ils vont le faire pas seulement sur le plan national, ils vont le faire sur le plan international. Donc ça va continuer. Je pense que là, vraiment, il faut s'attaquer à ça. La libéralisation, c'est une catastrophe. Elle a donné une catastrophe sociale et une catastrophe écologique. Elle a donné pour résultat, c'est de démultiplier les droits de trafic pour les compagnies aériennes, mais pas seulement entre un pays à l'autre. Maintenant, en Europe, par exemple, la libéralisation, c'est n'importe quelle compagnie aérienne peut faire n'importe quelle ligne. Par exemple, on le voit maintenant, Ryanair, qui est irlandaise, elle vient faire du trafic au départ de la France pour emmener des passagers, pas encore trop en France, mais sur des destinations européennes. Mais il y a des compagnies comme Volotea qui font des vols intra-français. Donc c'est ça la question qu'il faut poser. Moi, je le vois, il y a une démultiplication du nombre de compagnies aériennes qui se met en place, il y a une démultiplication du nombre d'avions, et c'est contre ça qu'il faut lutter. Il faut exiger une nouvelle régulation du transport aérien, mais pour ça, il faut qu'il se débarrasse du dogme du libéralisme. Merci. Voilà. Je sais que c'est un peu long, mais il y a beaucoup de choses à dire. Vous avez peut-être débattu. Mais
vous allez avoir tous l'occasion de discuter avec les intervenants pendant la pause et on doit s'arrêter. Je fais juste un petit instant promo pour la plateforme Green Voice, pour ceux qui parfois ne savent pas par où commencer pour lancer une mobilisation locale. On a lancé une plateforme propulsée par Greenpeace pour justement aider les citoyens et les citoyennes à se mobiliser, à récolter des soutiens. Donc, oui. Et d'ailleurs, il y a eu une pétition sur Green Voice contre l'aéroport d'Andorre qui a permis de faire découvrir ce projet, qui a permis d'intégrer en fait les personnes qui étaient à l'origine de cette pétition au sein du réseau des luttes et qui a permis de faire capoter le projet assez rapidement. Et ça, c'était aussi une victoire de cette année. Donc, n'hésitez pas à aller sur Green Voice, mettre vos pétitions et si vous avez une lutte, en tout cas contre une extension d'aéroport ou pour la réduction du trafic aérien, n'hésitez pas à rejoindre le réseau. On a les chantiers donc, de Nantes et de Lille notamment qui arrivent très très prochainement. Voilà. Merci. Et on aura toutes et tous besoin de votre soutien pour le procès des activistes le 7 octobre et le 4 novembre aussi. Les militants de Greenpeace seront en procès pour s'être aussi introduits sur le tarmac. Oui, juste du coup pour conclure là-dessus, donc si vous voulez nous soutenir, j'ai parlé de la pétition tout à l'heure, mais aussi il y a une cagnotte, puisqu'on le disait tout à l'heure, on risque jusqu'à 100 000 € d'amende. Donc si vous voulez nous soutenir, voilà, n'hésitez pas à faire des dons et à partager autour de vous. Merci beaucoup. Merci et bon appétit.